On vous en a parlé bien sûr il y a plusieurs semaines ou mois de cette scission de Vivendi en 4 activités, opération qui a fait à l'époque pas mal parler d'elle parce qu'on peut se demander si elle était vraiment favorable aux actionnaires de Vivendi au-delà du principal. Oui. Il me tue mon lancement. Oui, on parlait évidemment de Vincent Bolloré. Oui. Sauf que là, cette histoire vient de connaître un rebondissement assez inattendu et assez inédit. Oui. Hein, Laurent, oui. Grâce à un directeur de la rédaction de Boursorama. Complètement petit retour en arrière. Vous l'avez dit, David, sur ce qui s'est passé, même si je pense que quand on est actionnaire de Vivendi, et même si on ne l'est pas, on a quand même vu cette scission en 4 entités. Au début, c'était 3, puis finalement, c'était 4. Vous l'avez dit, avec toujours un petit peu, on l'avait évoqué, ce motif de dire, vous savez, quand vous avez des actifs qui n'ont pas le même profil, qui n'ont pas le même comportement, pas forcément le même secteur, eh bien, ils ne sont pas forcément valorisés à leur plein potentiel. On appelle ça la décote de holding parce que les analystes préfèrent quand c'est bien lisible. Et donc, le mot d'ordre derrière cette séparation, c'est de dire, voilà, on va avoir... chacune séparément vaudra plus que la somme des parties. Exactement, c'est super bien résumé. Et on l'a dit, donc Canal+ d'un côté, on a également... Havas. On a Havas, on a Hachette Group pour l'édition et on a Vivendi. Alors Canal+, pas besoin de le représenter. On a Havas aussi là qu'on connaît. Et puis on a Hachette Group sur les activités d'édition. On va reprendre Prisma notamment. On va reprendre Lagardère. Et puis Vivendi qui conserve quoi finalement des participations, qui devient un peu une société financière, notamment dans Telefónica, dans Universal, dans UMG, et puis également dans Telecom Italia. UMG, c'est Universal Music Group. Voilà. Et en plus, chacune est cotée sur une place de cotation différente. On avait expliqué pourquoi à l'époque, parce que c'était très pratique pour garder le contrôle sans avoir besoin de justement faire les opérations de retrait ou d'offres qui sont obligatoires. Donc on a Canal+ qui est à Londres, on a Havas qui est à Amsterdam, on a Louis Hachette Group qui est à Euronext Growth, donc vous savez le comportement des valeurs de croissance de la bourse de Paris, et Vivendi qui reste sur Euronext Paris, le tout mené tambour battant, puisque finalement entre l'annonce et la réalisation courante décembre 2024, il s'est passé à peine un petit peu plus d'1 an, avec, il faut le dire, et on y reviendra quand même, un très large soutien des actionnaires à cette opération. Voilà, donc opération complexe, ça on l'a compris. Oui, rondement menée mais complexe. Vous avez rappelé qu'il s'est fait sans lancer d'offres de retrait. Pourquoi c'était problématique ? Parce que la question est de savoir, effectivement, alors que Bolloré est actionnaire majoritaire de Vivendi, il était à 29,9% du capital, donc il était en dessous du seuil des 30%, mais il est en dessous. Hein. Oui, mais il y avait aussi la question, effectivement, de l'importance de cet actionnaire, notamment dans les votes en Assemblée Générale, puisque le Code du commerce dit qu'il faut à peu près 40% pour être considéré comme contrôle actif d'une société, sauf que, en fait, alors déjà, il y a 2 définitions dans le Code du commerce de ce qu'on appelle le contrôle actif d'une société. Donc déjà ça, c'est assez drôle. Soit il y a le côté comptable, il y a le côté en Assemblée Générale. Et en fait, Vivendi, enfin en tout cas Bolloré avait dit, en fait oui, on a... En gros, ils avaient 45% des droits de vote en détenant 30% du capital à cause de l'abstention. Mais il disait, mais regardez, si quelqu'un finalement réussissait à avoir également 30% du capital, il aurait le même nombre de droits de vote, donc on n'a pas forcément le contrôle de Vivendi. Et cet argument a été passé auprès de l'AMF, alors même qu'il y avait eu des recours, notamment d'un fonds activiste qui s'appelle CIAM, qui estimait que justement, il y aurait dû avoir une offre publique de retrait, en tout cas sur l'opération qui se présentait. L'autorité des marchés financiers a considéré que Bolloré n'avait pas à faire un contrôle suffisant pour lancer une offre publique de retrait. Exactement. On dit offre publique de retrait, oui, c'est ça, notamment, voilà, et ou offre publique du coup pour indemniser certains actionnaires qui auraient voulu sortir à ce moment-là de l'opération. Sauf que, et là c'est une décision historique, j'ai envie de dire. Oui, on a la Cour d'appel qui remet en cause la décision de l'autorité des marchés financiers. Oui, et ça n'était pas arrivé depuis 15 ans, c'est pour ça que c'est historique. La dernière fois, ça remonte, c'était 2008, c'était l'offre publique d'échange de Sacyr sur FH, donc effectivement, ça nous ramène quelques années en arrière. Et que dit justement la Cour d'appel ? C'est là que c'est intéressant. Elle dit, en fait, l'appréciation d'un contrôle, c'est pas forcément juste de l'arithmétique pointilleuse, c'est aussi finalement on va dire, prendre un petit
petit peu la mesure de ce que ça représente sur le contrôle effectif d'une société, et que là, en l'occurrence, on pouvait trouver que Bolloré était dans une situation de contrôle, donc elle donne raison à ce fameux fonds activiste sur toute la ligne en disant que y avait peut-être effectivement matière à faire et que, en l'occurrence, elle déjuge, en tout cas, elle va à l'encontre de l'avis qui avait été remis par l'AMF. Ça pose un problème, j'imagine, à l'autorité des marchés financiers, ça. Oui, ça pose un problème parce que là, on parle de quelque chose... En fait, généralement, quand il y avait une décision de justice, on attendait avant de donner son autorisation pour l'opération, sauf que, comme vous l'avez dit David, comme l'AMF n'a pas été déjugé par la justice, ça fait 15 ans que ça arrive, là, on a terminé l'opération, ça y est, c'est fait, donc on se retrouve en se disant qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qu'on fait, le groupe a été éclaté en 4 parties, les actionnaires, certains ont revendu leurs titres, forcément, donc ça nous met dans une situation un petit peu compliquée, effectivement. Bon, on s'est demandé à l'époque déjà si cette scission allait créer de la valeur, comme c'était la promesse de la direction. Pas pour le moment. Je dégaine, vous savez, l'auteur de la lettre Verniman qui a suivi le dossier avec attention, Pascal Quiri, qui a fait ses petits calculs, et c'est ceux que je reprends aujourd'hui. Il nous explique qu'en fait, que depuis l'annonce du choix des places de cotation, c'était en juillet 2024, la valeur de cette opération, en tout cas de Vivendi, scindée en 4 unités, elle a baissé de 26%, une hausse de 2% du CAC 40. Il valait peut-être mieux avoir un ETF CAC 40, en l'occurrence, sur la période post-opération. Et d'ailleurs, les dirigeants de Vivendi, Yannick Bolloré, président du directoire, hier. Alors lui, il est président du conseil de surveillance. C'est Arnaud de Puyfontaine qui est président du directoire. Et en tout cas, les deux ont reconnu ce parcours décevant du titre. C'est le mot, il a dit c'est décevant. Oui, c'est décevant. Ils disent il faut être patient. Voilà, ça va profiter à l'actionnaire. En attendant, eux-mêmes ont reconnu que les résultats de cette opération, qui, il faut le dire, même si on l'avait déjà précisé, visait quand même essentiellement, encore une fois, à raffermir le contrôle de Bolloré sur les différentes entités, et en tout cas sur la partie création de valeur, elle n'est pas au rendez-vous. Vivendi va faire appel de la décision. Oui, il l'évoque. Pour le moment, on est un petit peu dans une phase d'observation. Ils ont dit qu'ils pouvaient saisir la Cour de cassation, que bien sûr, ils étaient surpris de la décision de la Cour d'appel et pas forcément en accord avec ses conclusions. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, on l'a dit, alors que c'est très compliqué. Il y a plusieurs solutions possibles. Ce que voudraient certains, notamment le fonds activiste, c'est peut-être une soude, c'est-à-dire de l'argent en plus pour les actionnaires, en disant, finalement, vous pourriez les indemniser de façon un peu plus importante que ce qui était prévu à l'époque. On verra, on n'en est pas là du tout. Voir également si Vivendi se porte en cassation comme ils le disent, voir également ce que va faire l'AMF, puisque un des arguments là-dedans, c'est de dire, et c'est ce qui est évoqué aussi par le groupe, ils expliquent qu'en gros la scission elle était approuvée à 97,5% lors de l'AG, c'était le 9 décembre, et ils expliquent qu'en gros, sans le vote du groupe Bolloré, ça aurait été approuvé à 95,7% avec un quorum recalculé de 40,9%. Donc histoire de dire, même si nous on n'avait pas voté, une majeure partie des actionnaires aurait voté pour. Approuvait cette offre. Donc l'AMF pourrait dire, écoutez, nous on reste sur notre position puisque de toute façon ça ne change pas en l'état et donc il n'y a pas véritablement de remise en cause du bien fondé puisque de toute façon les actionnaires qui étaient présents à l'Assemblée Générale étaient en faveur de cette opération, ce qui, de mon point de vue, peut se défendre aussi. Ça, je pense que ça frotterait un peu avec la décision de justice. Je pense aussi que peut-être l'AMF, on verra, mais reprendra l'habitude peut-être d'attendre quand il y a des recours plutôt que de se prononcer en faveur alors qu'il y a encore des recours sur les décisions de justice qui sont débattues. En tout cas... Donc conclusion, on se dit que... conclusion, la série n'est pas finie. Exactement. La série n'est pas finie. On va voir maintenant ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura cour de cassation? Est-ce qu'on va aller plus loin? Ou est-ce que l'AMF va dire c'est pas grave, je maintiens ma décision? Et puis je pense aux actionnaires qui pour l'instant c'est pas une bonne opération pour eux. Alors pour l'instant c'est pas une bonne opération effectivement, et puis on en a déjà parlé. Au-delà de la perte de valeur, il y a aussi, mais ça on l'avait déjà évoqué, le fait d'avoir maintenant une action, plusieurs actions. Si vous avez une ligne de portefeuille à Londres, une à Amsterdam, une sur Euronext Growth, une sur Euronext Paris, c'est quand même un petit peu plus compliqué à suivre. Ça dans le PEA. Alors pour certaines non, d'ailleurs c'était compliqué aussi sur la partie Canal+. Bon, on va pas rouvrir le dossier, mais en tout cas c'est sûr que ils vont suivre avec attention. Peut-être qu'il y a des rebondissements encore inattendus à venir. Et nous aussi, merci. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.